Je m'appelle Nadia, en fait, je travaille pour We Are Social. Nous sommes en fait un pure player des médias sociaux. C'est une agence qui existe maintenant depuis 5 ans, 4 ans à Paris. Je l'ai rejoint il y a 3 ans, j'étais la 10e. Donc nous étions et nous sommes toujours dans l'esprit une start-up. C'est aussi pour ça que je suis très contente d'être là et d'être avec vous. C'est cette énergie-là qui est présente chez We Are Social, dans les médias sociaux, dans le web en général, que l'on continue à cultiver. Aujourd'hui, nous sommes quasi 500, avec plusieurs bureaux dans le monde, mais à chaque fois, la même passion pour les médias sociaux, les conversations, les expériences en fait, que l'on y voit s'y dérouler. Et justement, en fait, on se définit comme une agence conversationnelle. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment ces conversations qui ont lieu sur les médias sociaux, c'est toute cette désintermédiation, tous ces consommateurs qui prennent la parole, toutes ces nouvelles initiatives de la sharing, de l'économie du partage, etc. Parce que notre conviction aujourd'hui, en réalité, c'est que l'interruption n'a pas de sens, ne fonctionne pas, n'a pas d'utilité, que les médias sociaux ont totalement bouleversé la relation entre les consommateurs et les marques. Et notre cœur de métier, c'est de créer et d'animer ces conversations qui démarrent sur les médias sociaux, mais qui peuvent aussi vivre en off, à l'extérieur, etc. Voilà, ça c'est pour moi, pour nous, l'agence, mais nous ne sommes pas là pour ça aujourd'hui. Nous sommes là en fait pour parler du jeune. On m'a demandé de vous parler en fait des pratiques digitales du jeune, et c'est ce que nous avons investigué en fait sous l'angle du web de la génération Z. La génération Z, c'est celle qui est née avec Internet, c'est les moins de 20 ans. Et cette idée des moins de 20 ans, en fait, tout d'un coup, il y a eu un petit clin d'œil aznavourien. Qui tout d'un coup se fait dire qu'il y a d'habitude c'est les moins de 20 ans, mais là tout d'un coup c'est toute une sphère que les plus de 20 ans ne peuvent pas connaître, parce que c'est le propre en général de la culture jeune, qui est qu'une fois qu'on en a franchi le seuil, on est dans une espèce de non-retour où il est difficile de pénétrer dans cette chambre qui s'est refermée. D'où autre clin d'œil, le détournement en fait, de la signalétique que vous connaissez sur les jeux vidéo, etc. En général, l'interdit concerne le jeune, et là, l'interdit concerne le parent qui a du mal à faire irruption dans ce territoire. Alors, on va voir si vous y avez déjà fait une irruption ou si certains de ces espaces évoquent des choses pour vous. Quand même. Mais est-ce que vous les pratiquez? Après ça, c'est autre chose. Mais il y a peut-être des moins de 20 ans dans la salle. Vous les reconnaissez en blind? Alors là, il y a le nom. Donc, je vais quand même donner les noms. Là, on est sur WhatsApp, Line, c'est écrit, et Snapchat, et Kik. Donc, en fait, ces réseaux sont vraiment les buzzwords du moment. On est sur des titres sensationnalistes qu'on voit passer de semaine en semaine. Du sex pics, du cyberharcèlement et des suicides qui peuvent y être nourris. L'un des plus étonnants, en fait, celui-ci m'a moi-même surpris, c'est qu'a priori même, cette vogue des selfies qui est portée aussi par ces réseaux, elle pourrait être une espèce d'incitation à la chirurgie esthétique. Alors certes, me direz-vous, on est sur Actu Talasso, mais notre métier, c'est les conversations et les signaux faibles. Donc je n'avais pas fait de relation entre les deux. Mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, pour l'instant, on est sur un discours en réalité qui est assez sensationnaliste autour de ces réseaux. Alors que le plus souvent, en réalité, quand vous vous y plongez, vous trouvez ce type d'images, donc assez anecdotiques, des choses qu'on n'a pas envie effectivement de voir passer à la postérité, ou même réellement des questionnements qui nous renvoient à nos 16-17 ans, à notre chambre d'ado, et qu'on n'a pas du tout envie de se reposer pour Ask. Alors, quelle est la chose que tu refuses de partager? Si tu pouvais réaliser un vœu, quel serait-il? Donc, c'est finalement des réseaux pour un âge de questionnement, un âge où on commence à sociabiliser, un âge où on se construit. Et ces réseaux, surtout, ils ont pour nom en fait d'être des social messaging apps. Ils sont mobiles, ce sont des applicatifs,
C'est ce qu'il faudrait retenir, en fait, effectivement, de ces espaces. Ils sont instantanés, là où un Twitter ou un Facebook permet encore la communication asynchrone. Ils sont éphémères, ils leur permettent d'être dans l'échange secret, privé. Finalement, on est c'est plus de l'ordre de la messagerie, du chat, et surtout, on revient sur du groupe, du one-to-one, et ils échangent surtout du visuel. Snapchat, c'est de l'image, de la vidéo, c'est ce que ces jeunes gens ont envie d'échanger. Alors, leur raison d'être, finalement, le pendant numérique de cette petite phrase qui est maman, c'est privé, maman, c'est personnel, arrête, disposer d'un espace à soi. C'est ce que nous raconte en fait ce web de la génération Z. Un espace à soi à l'égard du regard des adultes qui est massivement présent sur Facebook. Parce qu'aujourd'hui, en fait, Facebook, c'est plus d'1,3 milliard d'individus de par le monde. Donc, c'est une grande agora. Il n'y a pas de segmentation. Et ce, même en France. On y retrouve, donc même mamie qui n'y était pas, elle commence à y être. Si on prend la part des plus de 45 ans, on est au-delà de 20%. Et le principe, en fait, souvent d'une culture, c'est de pouvoir avoir un espace à l'écart pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir se retrouver entre pairs. Là, la notion du pair, elle est difficile à exercer, elle est difficile à vivre au sein de Facebook. En résumé, derrière le buzzword et les discours sensationnalistes, on pourrait se dire qu'il n'y a pas de rupture anthropologique. Des jeunes gens qui se mettent en retrait et qui passent des heures et des heures et des heures à discuter entre pairs. Il y a juste un petit changement de device, de support. Alors, est-ce que je vais continuer à vous raconter des marronniers? Parce qu'effectivement, les mêmes anathèmes de génération en génération, ils sont narcissiques, ils sont grégaires, ils sont exhibitionnistes, ils sont impudiques, on pourrait les égrener très très longtemps. Les mêmes stéréotypes, c'est-à-dire que vous faites juste une recherche sur la génération Z et vous êtes fatigué d'avance, alors ils ont des problèmes avec la vie privée et la vie publique, ils ne savent pas vraiment faire la différence, ils vont avoir du mal à intégrer le monde du travail. Voilà. Donc on lit à peu près la même chose sur la génération Z qu'on a lu sur la génération X, sur la génération Y et qu'on lira sur la génération Alpha qui est la prochaine à venir. Et la magie du web, petite recherche, donc c'est des archives de l'Express de 94, un article en fait sur les émissions de radio libre, Doc Eddie Fool, Loving Fun en 94, et déjà, ils parlent cru mais vivent pudiques. Tous les soirs, les 12-25 ans se confient au doc de Loving Fun, et déjà en fait juste cette espèce de crainte ou de lever de bouclier devant leur impudeur, leur besoin de se confier, leur besoin de se raconter. Le fait qu'ils se rassemblent, ils sont des millions à être là tous ensemble, à se raconter des choses qui devraient rester secrètes. Et en fait, on est dans un âge qui est celui du secret, celui de la construction de soi, celui du début de la sociabilisation, donc toujours les mêmes ingrédients, juste un device qui change. On est toujours le petit con d'une génération. Donc là, 68, donc la couverture de Life, Tom Wolfe pour le New Yorker dans les années 70, et dernière couverture, la génération Y pour Time. Fin de l'histoire. En fait, il y a quand même quelque chose qui nous a intrigués et arrêtés, c'est que cette génération, elle amorce l'air de rien, une petite révolution par ses pratiques digitales. C'est quand même, pour nous qui sommes dans ce métier, la première irruption aussi marquée de nouveaux espaces générationnels. En fait, ils ont... Ah oui, je suis en retard sur les slides. Ils ont fait le mur ni vu ni connu. C'est quasi de l'erreur professionnelle, mais je vais vous la confier. C'est que certains de ces réseaux, certains de ces médias, je les ai téléchargés pour les pratiquer. Je n'y suis pas. Je n'en comprends pas forcément le sens. Et dans notre approche des médias sociaux et dans notre exigence, c'est de se dire que pour réellement créer des conversations pertinentes, il faut être praticien. Parce qu'en fait, ce sont des espaces avec des rituels, des cultures. C'est une approche qui n'est pas finalement marketing, c'est une approche quasi anthropologique que l'on fait en accompagnant une marque. Et donc, les habitus, on va dire, de ces espaces
On souhaite, nous, en être aussi des habitants authentiques pour pouvoir y accompagner les marques et les installer de manière authentique. Je ne suis pas une habitante authentique de ces espaces. Et ces jeunes, en fait, ont fait le mur, ni vu ni connu. Et du jour au lendemain, tout d'un coup, on nous annonce des millions de gens sur Snapchat, sur Ask. Ask, c'est le 3e média social derrière Twitter et Facebook. Vous y êtes ? Et lorsqu'on les interroge, en fait, on a fait une extraction dans Global Web Index sur le web français pour les 18-20 ans. Pardon. Et ils étaient 51% cette année à déclarer ne pas être sur Facebook, à être sur Facebook, là où ils étaient 78% l'année dernière à déclarer être présents. Donc on a un vrai drop, alors certes toute la presse en parle, mais qui est réel sur cette tranche d'âge, et elle s'est vraiment faite en catimini. Alors le web de cette génération Z, en fait, même si ça peut paraître étonnant, c'est un web qui respecte le droit à la vie privée. En tout cas, je ne vous dis pas qu'ils savent l'exercer, qu'ils savent la pratiquer, cette demande, mais en tout cas qui expriment cette aspiration. Aussi contre-intuitive qu'elle puisse paraître. Parce que lorsqu'on voit la multiplication des selfies sur tous les réseaux sociaux, lorsqu'on voit les Tumblr qu'ils nourrissent, lorsqu'on voit les Snapchat, même avec les brèches de sécurité qu'ils finissent par faire filtrer et mettre en scène, mais ce que ces réseaux leur promettent et ce pourquoi ces réseaux les intéressent, c'est pour cette promesse-là. C'est le cœur de la promesse. Ce sont des espaces privés où on va pouvoir échanger de manière éphémère, où on va pouvoir échanger de manière anonyme. En fait, il réhabilite le droit à l'oubli, le droit au secret. L'une des personnes, il y a... Si, j'y suis. Sean Buckles, qui est lui-même une génération Z, c'est un étudiant hollandais qui, en début d'année, a justement lancé le pavé dans la mare en disant je suis sur ces réseaux, je ne suis pas à vendre, mes données ne sont pas à vendre, et puisque c'est comme ça, je vais les vendre moi-même. Et il a mis en place un site d'enchères et ces données ont été achetées, en fait, pas grand-chose, mais ça a fait son petit coup d'éclat, 350 $ par NextWeb. Et derrière ce petit coup d'éclat, surtout, il y a un manifeste. Et ce manifeste, c'est un vrai retour sur le fantasme du partage, le fantasme de la transparence. Quelque part, il nous invite à revenir un petit peu en arrière, qui est, est-ce que vraiment, je n'ai rien à cacher? Si, quoi qu'il arrive, je n'ai rien à cacher. J'ai justement des choses à cacher, même les plus anecdotiques. Pendant longtemps, on a dit de cette génération que si elle était aussi impudique, c'est parce qu'elle avait l'intime et la profonde conviction que, justement, à partir du moment où vous n'aviez rien à cacher, vous n'aviez rien à craindre. Et c'est en fait cette formule-là qui aujourd'hui est remise en cause par leur pratique. Je n'ai peut-être rien à cacher, je n'ai peut-être rien à craindre, mais je vais le cacher. C'est mon espace à moi, c'est quelque chose que je souhaite réserver à mes pairs. À leur manière, ils mènent pour nous la bataille de la vie privée. Et on change finalement d'air et de mythologie. Là où on avait dans les figures emblématiques un Wikileaks et un Assange qui nous racontaient finalement j'allais dire l'importance, mais ce n'est pas l'importance, la révolution de la transparence, la révolution de l'open, c'est divulgons pour assainir. Là, on a un Snowden qui, en fait, lui, dénonce l'espionnage de la NSA et justement dit on est espionné, on est à découvert et cessons l'espionnage et il faut préserver nos secrets. Alors, dans leur droit à l'oubli et leur droit à la vie privée, ils ne refusent pas cette exposition ou ce partage. Il n'y a pas de retour non plus en arrière. Mais ils souhaitent en conserver le contrôle. C'est en ça aussi où finalement, ce ne sont pas des early adopters qui s'émerveillent d'un rien, ce sont des vrais utilisateurs. Le partage est là pour rester. Le partage facilite leur sociabilisation. Mais ce partage, c'est à leurs conditions. Donc, on n'a pas envie de balancer des images qui vont se retrouver n'importe où, mais en contrôler la diffusion. Et sur Ask, j'ai aussi envie de pouvoir poster des choses de manière anonyme.
Et ils contraignent Facebook même à prendre le virage. Si Facebook souhaite rester cool, si Facebook souhaite rester en phase avec ses aspirations qu'ils expriment, il y a un certain nombre de choses qui doivent être redéfinies. Et il y a plusieurs signaux qui vont dans ce sens-là. L'arrivée d'un slingshot. Slingshot, c'est le nom de code du prochain projet dans les cartons de Facebook, qui va être un Snapchat-like et permettre en fait, de la même manière que Snapchat, de partager des vidéos de manière instantanée et des images de manière instantanée. Alors on l'annonce sous peu, mais pour l'instant en fait il n'y a que des bruits de presse. L'autre signe, c'est aussi les règles de paramétrage. Ils viennent juste de les changer. Désormais, en fait, par défaut, lorsque vous publierez, ce ne sera pas pour partager avec tout le monde, ce qui était cette espèce de magie de Facebook où un simple message et vous bénéficiez d'une amplification naturelle. Bah, par défaut, aujourd'hui, ce que vous allez poster sera réservé à vos proches, à vos pairs. Et à l'issue du F8, Zuckerberg lui-même, le F8, c'est cette grande messe en fait, de Facebook qui est un peu l'équivalent du keynote d'Apple, où ils annoncent les dernières innovations. Elle a eu lieu, c'était février-mars cette année. Et à l'issue du F8, Zuckerberg a annoncé qu'ils étaient en train de travailler à des possibilités de se loguer de manière anonyme sur Facebook. Finalement, ce que ça nous dit, c'est qu'on est dans une banalisation du web. La technologie, notamment parce qu'on est face à une génération native, et c'est pour ça que c'est elle qui installe cette approche, elle est donnée, il n'y a pas de débat, donc ils ont une approche utilitaire, pas fantasmée, pas mythologique, c'est leur quotidien. Donc on est quasi dans un retour à la normale, et ça se lit aussi dans les déclarations qu'ils font. Ils n'imaginent plus que Internet rapproche les gens. Ils n'imaginent pas ils ne pensent pas qu'il leur faille être constamment connectés. En fait, c'est peut-être pas eux, nos Uber connectés, ils sont juste normal connectés à un endroit où peut-être le retour du normal. J'arrête là. Une baisse plus marquée en fait que dans le reste de la population en plus. Et ils en connaissent déjà les dérives, toujours parce que ce sont des utilisateurs et pas des adopteurs. Ils ont vu les générations précédentes se casser les dents sur le cyberharcèlement, sur la photo mise en ligne qui cause des dommages, sur l'employeur qui les a googlés et qui n'a plus envie de les recevoir. Ils disposent même déjà de leur figure repoussoir. Elle a un nom, elle s'appelle la Mother I Want to Kill. Il y a un Tumblr que je vous recommande d'aller regarder. Et hier, c'était la même qui racontait tout aux voisins, qui nous faisait honte. On tirait sur la veste, maman s'il te plaît, maman s'il te plaît. Et maintenant, elle fait ça sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir une espèce d'impulsion qui est donnée par un âge qui est effectivement celui où l'on sait ce que c'est que d'avoir besoin de se construire en retrait, d'avoir besoin de se construire loin du regard des autres, de garder des choses pour soi, parce qu'on est un âge où on a une hypersensibilité en fait au regard de l'autre, à ce jugement. Et donc cette surexposition, on ne la recherche pas. Donc on a envie de continuer à partager des choses, à être impudique, mais dans le secret de sa chambre. Moins d'engouement, mais de l'utilité. Ils n'ont pas quitté Facebook, relativisons aussi. Facebook Audience Insight, qui est la dernière solution, en fait, c'est pas la dernière solution, c'est plutôt le dernier outil que Facebook propose aujourd'hui pour remonter des données sur les bases utilisateurs, fait état en fait de 3 millions de membres entre 18 et 20 ans en France sur Facebook, ce qui n'est pas anecdotique. Et dans notre... donc là, on est dans le salon expertise métier. Notre expertise métier, nous fait dire que si ces médias sociaux ne sont plus aujourd'hui leurs médias de sociabilisation, c'était ce pourquoi tous ces réseaux existaient. Par contre, ils sont devenus leurs médias. Et c'est aussi la mutation que l'on voit chez les grands géants des médias sociaux, c'est que ce soit Twitter ou Facebook sont en train de devenir les nouveaux mass-médias. D'ailleurs, ils sont toujours sur Facebook et ils y ont une consommation médiatique. Ils y suivent l'actualité de leurs artistes, ils y suivent l'actualité des marques qui savent nourrir la relation avec eux, donc par du brand content, du divertissement comme un Red Bull ou un Coca-Cola. Et en termes de rassemblement, d'audience, si vous prenez juste un Kev Adams, il réunit plus de 600 000 jeunes de 18-20 ans sur sa page Facebook. Coca-Cola, parmi les 18-20 ans, c'est
plus de 600 000, pareil, et ça reste encore des audiences importantes et des gens présents, mais vraiment dans une logique de consommation médiatique. Alors pour finir, les technologies passent, les aspirations restent, ils s'aiment. C'est des ados sur Tinder ou des jeunes adultes. Ils écoutent de la musique, mais sur Spotify, SoundCloud, Deezer. Ils font des soirées pyjama sur Twitter. C'est les plus grands adeptes de live tweet aujourd'hui. Ils tiennent même des journaux intimes sur Tumblr. Des jeunes, quoi. Mais par contre, l'avant-garde en fait, d'un consommateur on demand, ils façonnent leur consommation. C'est eux qui en fait, sont des programmateurs de leurs besoins. Mais après tout, c'est toute l'histoire des médias sociaux. C'est de permettre cette reprise du contrôle. Et ce ne sont pas des adopteurs, ce sont les utilisateurs. Donc ces usages, ils les installent et ils les banalisent. Donc le web de la génération Z, aucune rupture anthropologique en vue. Si vous avez des questions, des commentaires. Je dois vous passer le micro ? Bonjour. Sur l'utilisation des outils dont vous nous avez parlé, alors je ne sais pas trop comment formuler ma question, mais est-ce que cette fameuse génération Z a confiance en ces outils ou est-ce que c'est complètement dépassé aussi? Ils ont vu ce qui s'était passé avant et puis finalement, il n'y a plus de confiance possible. Là où vous avez raison, c'est exemple, au moment où Facebook a racheté WhatsApp, dans la foulée, c'était 1 million de jeunes qui quittaient en fait WhatsApp pour migrer sur Telegram, qui était un équivalent. Mais c'est là où justement on parle de banalisation du web. Et ils sont vraiment très utilitaristes dans leur pratique. Il n'y a pas d'état d'âme. Facebook pour nous c'était une espèce de nouvelle sensation où on avait envie, il fallait y être. Là il n'y a pas de, il faut en être. Ce sont des outils. Donc tant qu'ils satisfont, on s'y amuse. Mais dès qu'il y a rupture de contrat, meilleur service, mieux disant, on s'en va. Je voulais juste savoir si c'était possible, une fois qu'on ne fait plus partie de cette population, de quand même créer un produit pour eux, ou si c'est perdu d'avance, et quels sont les mécanismes de viralisation à l'intérieur de cette population utiles à utiliser. En fait, il est toujours possible d'en être. Et en fait, c'est... De la même manière que sur Facebook, à l'origine, il fallait être présent sur ces communautés, sur ces espaces avec un certain nombre de codes bien précis parce que ce sont des espaces personnels. Là, c'est aussi leur espace personnel à eux avec leur propre code. Donc, pour y être présent, effectivement, pour nous, c'est l'exigence sociale qui se renforce. En fait, il ne faut pas y être pour être présent. Il faut y être avec une expérience, avec de la valeur et de l'utilité. Pour exemple, il y a Burberry sur WeChat. Donc on est en Asie, mais on est sur un de ces social media, social apps. Qui justement leur permet en fait de suivre le dernier défilé en recevant en temps réel des images instantanées de célébrités qui sont présentes dans la salle et qui prennent les photos. Ce que ça veut dire, c'est que Burberry est présent là avec pas un message publicitaire top-down, mais avec de l'utilité, c'est-à-dire on vous fait vraiment pénétrer dans le défilé, encore plus exclusif parce que vous en êtes. Et c'est en fait ça l'objectif de cette génération, c'est quand ils sont sur ces réseaux, ils n'ont pas envie d'être spectateurs, mais réellement d'en être, de faire partie de l'histoire, de l'écrire, etc., plus que la génération précédente. Et c'est ce que Burberry leur permet en recevant en fait ces images par des célébrités comme s'ils étaient dans la relation. Ce que ça change sur ces réseaux sociaux, c'est que il faut en fait faire la preuve de la relation. C'est même pas faire la preuve de votre message, c'est faire la preuve, la rendre réellement consistante cette relation, rendre réellement consistante l'expérience que vous leur proposez, qu'elle soit pas de l'ordre du message publicitaire. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Oui, un petit peu, mais est-ce qu'il y a des acteurs qui vont pouvoir générer une viralité qu'il va falloir cibler pour être sûr de pouvoir toucher cette population? Est-ce qu'il y a encore des ambassadeurs?
Pour moi, en fait, effectivement, contrairement à... Sur Facebook, effectivement, c'était l'amplification. Et c'était effectivement toute la promesse, c'est que si vous arriviez à atteindre une tête de pont, on allait avoir les fameux cercles circonfériques qui permettaient de dépasser les 6 degrés parce qu'on est tous connectés, etc., etc. Facebook lui-même, en fait, fonctionne déjà un peu moins comme ça avec la baisse du reach. Et ce qui fait qu'on est passé peut-être d'une logique en réalité d'amplification à une logique d'engagement. Donc au lieu d'être sur des ambassadeurs, c'est plutôt... c'est par la qualité c'est parce que vous allez arriver à créer une expérience qu'ils vont tous vouloir rejoindre qu'en fait vous allez avoir cette amplification-là. Pas parce que vous aurez soudoyé. Là, je fais exprès. Notre parti pris à l'agence a toujours été, d'ailleurs, de ne jamais, en fait, notre politique sur les ambassadeurs et notre approche des ambassadeurs, déjà, était de créer des expériences qu'ils avaient envie de vivre, et c'est parce qu'ils les vivaient qu'elles étaient visibles et amplifiées. Et cet élément-là, il va juste se durcir encore plus au sein de ces nouveaux réseaux sociaux. Vous avez d'autres questions ? Chaque nouveau réseau social comme ça, est-ce qu'il y a, voilà, on peut voir un cycle qui est à peu près le même toujours d'adoption et après de lassitude De mon point, alors Facebook a 10 ans, Twitter a 7 ans, personne ne misait sur ces réseaux-là. Pour moi, là, on est dans une vague qui est quand même énormément portée par les mobiles et les smartphones. Et en fait, cette espérance de vie, pour moi, elle se lierait aussi au regard finalement des évolutions technologiques et des devices. En tout cas, ce dont ils sont porteurs, à mon sens, est là pour s'installer pendant un petit moment. Cette instantanéité, le petit côté always on, parce qu'on va aller vers des débits de plus en plus rapides. L'équipement smartphone va se généraliser. Donc, on va partager en temps réel, seamless, des images. Après, est-ce que ce sera Snapchat ? Peut-être pas, mais l'expérience qu'il incarne est là pour encore durer quelques années. Si on prend MySpace, c'était l'expérience du partage de la musique. Aujourd'hui, c'est pas MySpace, c'est d'autres. Mais en tout cas, cette idée de partage de communauté autour de la musique, elle n'a pas disparu. J'ai une toute petite question toute bête, mais aujourd'hui, une génération, ça dure combien de temps? C'est pour ça que là, on est sur... Il y a une vraie accélération en fait de l'angle générationnel. Justement, alors c'est pas mon sujet, je suis pas à l'école des hautes études, mais ça fait partie des sujets en préparant en fait cette intervention qui sont travaillés et que j'ai parcouru sur le fait qu'il y a un abus générationnel et si on doit de cette expression et même si on doit aller au-delà, certains chercheurs disent que même l'expression n'a pas de sens. C'est pour ça que je parlais de buzzword et qu'en réalité lire les articles sur le sujet, surtout presse, c'est aller de marronnier en marronnier. Et que là, en fait, c'est pour ça que moi, ce que j'ai retenu, c'est surtout dans cette rupture générationnelle, le fait que c'était surtout la vie privée et l'éphémère. En fait, il faut surtout détecter en fait, finalement, la rupture de valeur. Et c'est peut-être cette rupture de valeur qui marque une génération et pas les différentes appellations que la presse s'amuse à leur donner. En tout cas, je suis ravie d'être avec vous.
Si vous voulez poursuivre la conversation, n'hésitez pas soit à nous adresser un mail, parce qu'on on peut passer en anonyme et en privé également, sur conversation@wearesocial.fr, ou même m'adresser un tweet. Non, ça c'est pas bon. Je me suis mise sur Snapchat. Mais sinon on peut faire DM aussi, je m'engage à vous suivre. Donc on peut s'exercer également à des partages en vie privée et en anonymat si vous le souhaitez.